Elle est arrivée avec un simple flanc à la main, voulant seulement voir sa petite fille souffler ses bougies. Mais elle a été accueillie avec mépris et devant tout le monde agressée par sa belle-fille. Ce que personne n'attendait, c'est que cette humble femme âgée se relève avec une force qui allait réduire toute la fête au silence. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Madame Geneviève s'est réveillée avant le lever du soleil comme elle le faisait depuis plus de 50 ans. Ses yeux fatigués se sont ouverts lentement, s'habituant à la pénombre de la petite chambre qu'elle appelait désormais son foyer. C'était une petite pièce, au fond d'une maison de la banlieue de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, avec des murs écaillés et une fenêtre étroite qui ne laissait entrer qu'un filet de lumière pendant la journée. Là, entre un lit simple donné par une voisine et une vieille armoire qui grinçait à chaque ouverture, Madame Geneviève gardait ses souvenirs et sa dignité. Elle s'est assise sur le bord du lit, sentant le poids de ses 73 ans dans ses articulations. Ses mains, marquées par les callosités et les veines saillantes, tremblaient légèrement tandis qu'elle cherchait ses chaussons sur le sol froid. C'étaient des mains qui avaient monté des murs, gâché du ciment, planté des jardins et bercé un fils dans leurs bras quand le monde semblait encore plein de promesses. Maintenant, ces mêmes mains ne tenaient plus que la nostalgie d'un temps où tout avait un sens. La maison où vivait Madame Geneviève était la sienne. Du moins, elle l'avait été. Elle et son mari, Jacques, avaient acheté ce terrain vague il y a plus de 40 ans, quand Montreuil était encore une ville en pleine expansion et que les familles modestes pouvaient rêver d'un lopin de terre à elle. Ensemble, ils avaient posé chaque brique de cette construction. Jacques travaillait le jour comme ouvrier dans le bâtiment et rentrait le soir pour construire sa propre maison. Madame Geneviève transportait de l'eau, préparait le mortier, tenait les poutres pendant qu'il clouait. Ils étaient jeunes, forts, pleins d'espoir. Elle se souvenait encore du jour où ils avaient enfin réussi à acheter le terrain. Ils avaient économisé chaque centime pendant des années, gardant l'argent dans une boîte à biscuits cachée sous le lit. Jacques travaillait sur 2 chantiers différents, quittait la maison avant 5 heures du matin et rentrait après 21 heures. Madame Geneviève faisait des lessives pour d'autres, repassait pour les bourgeoises du quartier, vendait des gâteaux au marché le dimanche. Tout ça pour réunir cette somme qui semblait impossible. Quand ils eurent enfin assez, ils allèrent ensemble chez le notaire, main dans la main, le cœur battant la chamade. Le terrain était petit, irrégulier, dans une rue en terre battue sans asphalte, mais il était à eux. Pour la première fois de leur vie, ils avaient quelque chose que personne ne pourrait leur enlever. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. La construction de la maison a pris des années. Ils n'avaient pas d'argent pour engager des maçons, alors ils faisaient tout eux-mêmes. Le week-end, des amis et des voisins venaient aider et en échange, Madame Geneviève préparait un généreux pot-au-feu, servi avec le sourire et de la gratitude. Les murs montaient lentement, brique par brique, avec du ciment mélangé à la main. Jacques avait insisté pour faire des fondations profondes, bien solides, car il disait qu'une maison a besoin d'une base forte pour durer des générations. Madame Geneviève riait de tout ce soin, mais elle était aussi émue. Ils pensaient à l'avenir, à laisser quelque chose à leur fils qui n'était même pas encore né. Leur fils, Marc, est né là, dans cette maison encore inachevée, par une nuit de forte pluie. Madame Geneviève se souvenait des pleurs du petit garçon résonnant contre les murs sans crépi, du bonheur de Jacques en tenant le bébé pour la première fois, de la sensation que tout en valait la peine. Marc a grandi en courant dans ce jardin, en grimpant aux arbres qu'ils avaient plantés, en jouant avec les voisins les après-midi, ensoleillés. C'était un garçon calme, obéissant, qui aidait sa mère dans les tâches ménagères et qui respectait son père avec une admiration silencieuse. Les années ont passé. Marc est devenu un homme travailleur, honnête, mais il portait une fragilité que Madame Geneviève avait toujours perçue. C'était comme s'il avait peur de déplaire, de se tromper, de prendre trop de place dans le monde. Quand il a rencontré Sandrine, Madame Geneviève a senti un pincement au cœur qu'elle n'a pas su expliquer. Il y avait quelque chose dans la façon dont cette femme regardait son fils, quelque chose qui mêlait intérêt et calcul. Mais Marc était amoureux et Madame Geneviève, comme tant de mères, a ravalé ses soupçons et a ouvert les bras pour accueillir sa belle-fille. Sandrine était belle, elle le savait et en usait.
Elle venait d'une famille qui avait toujours eu peu et toujours voulu beaucoup. Dès le premier jour, elle a regardé la maison de Madame Geneviève et y a vu une opportunité. Pas de l'amour, pas un refuge, mais une opportunité. Et quand Jacques s'est décédé, il y a 5 ans, emportant avec lui la force qui soutenait cette famille, Sandrine a vu la porte grande, ouverte pour prendre ce qu'elle voulait. Au début, elle était différente. Quand Marc l'a amenée pour la présenter à ses parents, Sandrine s'est montrée polie, sympathique, a complimenté la maison, a aidé à la cuisine, a gagné la confiance de Madame Geneviève avec de petits gestes d'affection. Jacques était plus réticent, il avait cet instinct de père protecteur qui flaire le danger, mais Marc était si amoureux que le vieil homme a fini par céder. Le mariage a été simple, à la mairie, avec une fête dans le jardin de la maison. Sandrine portait une robe blanche d'occasion que Madame Geneviève avait aidé à ajuster, et pendant toute la cérémonie, elle semblait sincèrement heureuse. Peut-être qu'à ce moment-là, elle l'était vraiment, ou peut-être qu'elle planifiait déjà tout, attendant le bon moment. Les premières années ont été tranquilles. Sandrine et Marc ont vécu dans un appartement loué, petit et exigu, mais qu'ils appelaient leur foyer. Laura est née 3 ans après le mariage, et pendant un temps, il a semblé que la maternité avait adouci Sandrine. Elle s'occupait du bébé avec dévouement, allaitait, changeait les couches, chantait des berceuses. Madame Geneviève allait leur rendre visite dès qu'elle le pouvait, apportait à manger, aidait avec sa petite fille, se sentait comblée en tant que grand-mère. Jacques aussi fondait pour sa petite fille, passait des heures à faire des grimaces pour la faire rire, lui avait construit un cheval de bois qui trônait dans le salon de l'appartement. Mais ensuite, Jacques est tombé malade. Ce fut rapide, cruel, sans préavis. Un jour, il allait bien, travaillait, riait, vivait. Le lendemain, il s'est effondré en pleine rue. Quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit que c'était un AVC foudroyant. Madame Geneviève est restée à ses côtés pendant les 3 jours où il a lutté, lui tenant la main, priant, le suppliant de ne pas la laisser. Mais le 3e jour, Jacques est parti, emportant avec lui la moitié de son âme. C'est après la mort de son beau-père que Sandrine a commencé à changer. Ou plutôt, c'est là qu'elle a arrêté de faire semblant. Elle voyait Madame Geneviève sombrer dans le deuil, perdue au milieu des papiers et des documents, et a compris que c'était l'occasion parfaite. Elle a commencé à venir plus souvent à la maison, toujours avec des excuses. « Je suis venu vous aider avec ces factures, belle maman. J'ai apporté des formulaires à signer. C'est pour la sécurité sociale. Ça va aider pour la pension de réversion. Laissez-moi m'en occuper. Vous n'avez pas à vous inquiéter. » Madame Geneviève, épuisée et encore sans force pour gérer la bureaucratie, a fait confiance. Et Sandrine, petit à petit, a pris le contrôle de tout. Madame Geneviève n'avait jamais vraiment su lire. Elle n'avait été à l'école que jusqu'au CE1, et ensuite la vie l'avait poussée vers le travail, vers la survie. Jacques s'occupait toujours des papiers, des factures, des documents. Quand il est parti, Madame Geneviève s'est retrouvée, perdue au milieu des formulaires, des tampons et des mots qui dansaient devant ses yeux sans faire de sens. C'est là que Sandrine est apparue, avec sa voix douce et son faux sourire. « Il faut signer ici, belle maman. C'est juste pour régulariser la maison. C'est important pour ne pas avoir de problème avec l'administration. Faites-moi confiance, je m'occupe de tout. » Et Madame Geneviève, fatiguée, en deuil, se fiant à la bonté qu'elle portait en elle, a signé. Elle a signé des papiers qu'elle ne comprenait pas, a apposé son empreinte digitale sur des documents qu'elle n'a pas lus, a remis sa propre maison entre les mains de celle en qui elle n'aurait jamais dû avoir confiance. Quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait, il était trop tard. La maison, cette maison qu'elle avait construite de ses propres mains, était désormais légalement au nom de Sandrine. Et Sandrine n'a pas perdu de temps. Elle a poussé sa belle-mère dans la petite chambre du fond, a commencé à la traiter comme une intruse, comme un poids mort, comme un souvenir gênant d'un passé qu'elle voulait effacer. Marc a assisté à tout cela en silence. Il a tenté d'intervenir quelques fois, mais sa femme l'écrasait de cris, d'humiliation, d'une cruauté froide qui le laissait paralysé. Devant leur fille, Sandrine le traitait d'inutile, de faible, d'homme sans valeur. Devant les voisins, elle se moquait de lui, le bousculait, le traitait comme un chien domestiqué. Et Marc, pris dans une toile de peur et de honte, se courbait de plus en plus jusqu'à presque disparaître. Madame Geneviève se leva du lit et se dirigea vers la fenêtre de la petite chambre. Dehors, le jour commençait à poindre. Elle pouvait entendre les premiers bruits de la maison qui s'éveillait, le bruit du robinet,
Ouvert, la voix stridente de Sandrine criant quelque chose à Marc. Elle soupira profondément, sentant le poids de cette nouvelle journée. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de sa petite fille, Laura. La fillette fêtait ses 12 ans, et Madame Geneviève s'était promis d'être là, ne serait-ce que pour la serrer dans ses bras et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Laura était la lumière dans l'obscurité de Madame Geneviève. La fillette avait les yeux doux de Marc et un cœur qui n'avait pas encore été contaminé par l'amertume de sa mère. Chaque fois qu'elle le pouvait, Laura s'échappait vers la chambre de sa grand-mère, s'asseyait sur le bord du lit et restait là à discuter, à rire, à demander des histoires de l'enfance de son père. Madame Geneviève racontait et sa petite fille écoutait attentivement, comme si ses souvenirs étaient des trésors rares. C'est dans ces moments-là que la vieille dame sentait que la vie valait encore la peine d'être vécue. Sandrine détestait cette proximité. Elle détestait voir sa fille courir dans les bras de sa grand-mère, détestait quand Laura revenait de sa visite, les yeux brillants de bonheur, détestait l'idée qu'il y ait de l'amour dans cette maison qui ne passait pas par elle. Et c'est pourquoi, petit à petit, elle a instauré des règles. Laura ne peut pas rester si longtemps là-bas. Mamie est occupée. Mamie a besoin de se reposer. Mamie n'est pas invitée à la fête. Mais Laura, têtue comme seuls les enfants courageuses savent l'être, trouvait toujours un moyen de contourner les interdictions. Madame Geneviève s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers la petite cuisine improvisée qu'elle avait dans un coin de la chambre. C'était un vieux réchaud, une casserole cabossée et quelques bocaux de provisions qu'elle gardait précieusement. Elle ouvrit l'un des bocaux et en sortit les ingrédients qu'elle avait rassemblés au cours des dernières semaines. Des œufs que la voisine lui avait donnés, du lait qu'elle avait réussi à acheter avec les pièces qu'elle gardait, du sucre qu'elle avait emprunté. Elle allait faire un flan pour Laura. Ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas une fête luxueuse comme celle que Sandrine préparait à l'avant de la maison, mais c'était fait avec amour. Et Madame Geneviève savait que sa petite fille reconnaîtrait cet amour à la première bouchée. Elle travailla lentement, mélangeant les ingrédients avec soin, sentant chaque mouvement comme une prière silencieuse. Tout en remuant la préparation, elle se souvint de toutes les fois où elle avait fait ce même flan pour Marc quand il était enfant. Elle se souvint des fêtes simples dans le jardin, des rires des amis de son fils, de la joie de voir tout le monde réuni, mangeant et célébrant. Où était passé tout cela? Où était passé le garçon qui courait dans le jardin? Où était passée la famille qu'elle avait construite avec tant de sacrifices? Le flan fut mis au four improvisé, et Madame Geneviève s'assit sur la vieille chaise pour attendre. Elle ferma les yeux un instant et, dans ce silence chargé de souvenirs, sentit la présence de Jacques. Il disait toujours que la justice pouvait tarder, mais qu'elle arrivait toujours, toujours. Madame Geneviève voulait y croire, mais chaque jour qui passait, l'espoir s'effritait comme du sable entre ses doigts. À l'extérieur de la petite chambre, la maison était en pleine effervescence. Sandrine était au sommet de sa gloire. Elle avait engagé un DJ, commandé un énorme gâteau, rempli le jardin de ballons colorés et de chaises en plastique. Elle avait invité des voisins, des camarades de sa fille, des connaissances dont elle connaissait à peine le nom. Ce n'était pas une fête pour Laura. C'était une fête pour elle-même, pour montrer qu'elle avait le pouvoir, qu'elle avait le contrôle, qu'elle était la propriétaire de cette maison. Chaque détail était pensé pour impressionner, pour faire des envieux, pour affirmer sa domination sur tout et tous. Marc était dans le jardin, aidant à disposer les tables. Il se déplaçait comme un automate, obéissant aux ordres de sa femme sans discuter. Sandrine passait près de lui en le bousculant, corrigeant tout ce qu'il faisait, criant qu'il se trompait, qu'il était incapable, qu'il n'était même pas bon pour les choses les plus simples. Il baissait la tête et continuait comme toujours. Les voisins qui aidaient échangeaient des regards gênés, mais personne ne disait rien. Il valait mieux ne pas s'en mêler. Laura était dans sa chambre, regardant par la fenêtre l'agitation extérieure. Elle aurait dû être heureuse, c'était son anniversaire, mais elle sentait un vide dans sa poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. Elle avait 12 ans, mais parfois elle se sentait beaucoup plus vieille, comme si elle portait un poids qui ne devrait pas être le sien. Elle aimait sa mère, mais elle en avait aussi peur. Elle aimait son père, mais souffrait de le voir si brisé, et elle aimait sa grand-mère par-dessus tout, mais ne comprenait pas pourquoi elle vivait dans cette chambre sombre, pourquoi elle ne pouvait pas être avec eux, pourquoi tout semblait si injuste. La fillette descendit les escaliers et se rendit à la cuisine, où Sandrine vérifiait le gâteau. Sa mère se retourna,
et lui adressa un large sourire, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma princesse, tout est prêt pour ta fête. Ce sera le plus bel anniversaire que tu aies jamais eu. » Laura força un sourire en retour. « Merci, maman. Je peux demander à mamie de venir ?» Le sourire de Sandrine se figea. Ses yeux brillèrent d'une colère contenue. « Mamie est occupée, Laura. Elle n'a pas besoin de venir. Il y a beaucoup de monde ici, elle ne manquera à personne. »« Mais c'est mon anniversaire, maman, je veux qu'elle soit là. » Sandrine prit une profonde inspiration, maîtrisant son irritation. « On verra, d'accord? Maintenant, va te préparer dans ta chambre. Tes amis vont bientôt arriver. » Laura sortit, la tête basse, sachant que ce « on verra » signifiait non. Elle monta lentement les escaliers, sentant les larmes commencer à se former. Arrivée dans sa chambre, elle s'assit sur le lit et serra son oreiller. Ce n'était pas comme ça qu'un anniversaire devait être. Là-bas, dans la petite chambre du fond, Madame Geneviève sortit le flanc du four et le laissa refroidir. Il était parfait. Doré sur le dessus, crémeux à l'intérieur, exactement comme il devait être. Elle enveloppa le plat d'un torchon propre qu'elle avait lavé spécialement pour l'occasion et attendit. Elle attendit le bon moment, cet instant où elle pourrait s'approcher de sa petite fille, lui donner ce cadeau fait avec amour puis retourner dans son coin. Elle ne voulait pas de problème, pas attirer l'attention. Elle voulait juste voir Laura sourire. L'après-midi arriva et avec elle, les invités. Le jardin se remplit de gens, de rires, de musique forte. Le DJ que Sandrine avait engagé était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui installa son matériel dans un coin et commença à jouer des morceaux entraînants. Il s'appelait Raphaël et était connu dans le quartier pour être un bon professionnel. Il avait un regard attentif, observateur, de ceux qui, captant plus qu'ils ne le devraient. Sandrine était radieuse, circulant parmi les invités, riant fort, se vantant. Marc était assis dans un coin, presque invisible, buvant de la bière et regardant le sol. Quelques amis tentèrent d'engager la conversation avec lui, mais il répondait par monosyllabes, et ils abandonnaient rapidement. C'était comme s'il n'était pas vraiment là. Laura apparut, habillée pour la fête, jolie et soignée, mais avec ce même vide dans les yeux. Sandrine la tira au centre du jardin, insista pour prendre des photos, pour montrer à tous quelle mère dévouée elle était, comment cette fête était, la preuve de son amour. Laura souriait pour les photos, mais en elle, il n'y avait qu'une immense envie de s'enfuir. C'est alors que Madame Geneviève apparut. Elle marchait lentement le long du couloir latéral de la maison, tenant le flanc dans ses mains, vêtue de sa plus belle tenue, une robe simple et lavée tant de fois qu'elle était déjà délavée. Quand elle entra dans le jardin, il y eut un bref silence, comme si l'air avait été soudainement aspiré. Les invités la regardèrent, puis regardèrent Sandrine, attendant une réaction. Sandrine sentit le sang lui monter à la tête. Comment cette femme osait-elle se montrer? Comment osait-elle envahir sa fête avec cet air de misère, avec ce ridicule flanc de pauvre? Mais elle se maîtrisa, du moins pour l'instant. Il y avait trop de gens qui regardaient, et elle devait maintenir les apparences. Laura vit sa grand-mère et son visage s'illumina. Elle courut vers elle et la serra dans ses bras de toutes ses forces. Madame Geneviève ferma les yeux et sentit cette étreinte comme un baume sur son âme. Elle prit le visage de sa petite fille dans une main et murmura « Joyeux anniversaire, ma chérie, j'ai fait ça pour toi, avec tout mon amour. » Laura prit le flanc ému et regarda sa grand-mère avec des yeux brillants. « Merci, mamie, je t'aime. » Sandrine observait la scène de loin avec une expression qui mêlait haine et jalousie. Comment cette vieille parvenait-elle à voler l'attention de sa fille? Comment parvenait-elle à faire sourire Laura de cette façon, une façon qu'elle-même n'avait jamais réussi? Ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Madame Geneviève tenta de s'éloigner discrètement, voulant juste retourner dans sa chambre et laisser la fête continuer. Mais Laura, lui, tint la main. « Reste avec moi, mamie, s'il te plaît. » La vieille dame hésita. Elle savait que sa présence ne causerait que des problèmes, mais elle ne pouvait rien refuser à cette fillette. Alors, elle resta, debout, à côté de sa petite fille, tandis que la fête se poursuivait autour d'elle. Les invités reprirent leur conversation, le DJ se remit à jouer, et pendant quelques minutes, il sembla que tout irait bien. Mais Sandrine ne pouvait pas quitter sa belle-mère des yeux. Elle voyait la façon dont Laura tenait la main de sa grand-mère, voyait la manière dont Madame Geneviève souriait à sa petite fille, voyait cet amour qu'elle ne pourrait jamais reproduire.
et cela la rongeait de l'intérieur comme de l'acide. Elle but une autre gorgée de bière, sentit l'alcool lui chauffer la poitrine, et décida qu'elle n'allait pas laisser passer ça. Elle n'allait pas laisser cette vieille gâcher une fois de plus ce qui était à elle. Marc remarqua l'expression de sa femme et sentit son cœur se serrer. Il connaissait ce regard. C'était le regard qui précédait les tempêtes. Il se leva de sa chaise et tenta de s'approcher, peut-être pour calmer Sandrine, peut-être pour essayer d'éviter ce qu'il sentait sur le point de se produire. Mais il savait, au fond, qu'il n'avait pas la force d'empêcher quoi que ce soit. Il ne l'avait jamais eu. Le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, et la fête continuait. Raphaël, le DJ, observait tout depuis son poste. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, joué dans de nombreuses fêtes, mais il y avait quelque chose dans cette maison qui le dérangeait. Quelque chose dans la tension de l'air, dans la façon dont cette femme blonde regardait la vieille dame, dans la tristesse de l'homme assis dans son coin. Il ne savait pas l'expliquer, mais il sentait que quelque chose allait se passer. Et par instinct, il lança l'enregistrement de son équipement. Il le faisait toujours lors des fêtes, pour avoir un enregistrement du son et pouvoir améliorer son travail plus tard. Mais ce soir-là, cet enregistrement serait bien plus important qu'il ne pouvait l'imaginer. L'heure de chanter « Joyeux anniversaire » arriva. Sandrine rassembla tout le monde, alluma les bougies du gâteau géant et appela Laura au centre. La fillette y alla, tenant toujours la main de sa grand-mère, entraînant Madame Geneviève avec elle. Ce fut la goutte d'eau. Sandrine sentit la colère exploser en elle comme une bombe. Non, elle n'allait pas permettre que cette vieille soit au centre de sa fête, à côté de sa fille, volant le rôle principal qui lui revenait. Tout le monde commença à chanter, et la voix de Sandrine se détachait, forte et stridente, comme si elle voulait couvrir toutes les autres. Laura souffla les bougies, et les invités applaudirent. C'est alors que Madame Geneviève fit un pas en avant, tenant le flanc qu'elle avait apporté, et le tendit à sa petite fille. « C'est pour toi, Laura. Faites avec tout mon amour. » Laura allait prendre le plat quand Sandrine surgit devant elle, comme une barrière humaine. Son visage était rouge, ses yeux brillaient de colère. « Tu n'es pas invité ici. » Sa voix trancha l'air comme une lame. La musique s'arrêta. Le DJ coupa le son. Les invités se turent, gênés, ne sachant où regarder. Marc se leva de sa chaise, mais resta figé sur place, paralysé par la peur. Madame Geneviève regarda sa belle-fille avec calme, tenant fermement le flanc. « Je suis juste venue apporter un cadeau à ma petite fille. Je ne veux pas causer de problème. » Sandrine fit un pas en avant, envahissant l'espace de sa belle-mère. « Des problèmes? C'est toi le problème. Tu l'as toujours été. Tu débarques ici avec ta bouffe de pauvre en voulant te faire passer pour une victime, en voulant attirer l'attention. Mais cette maison est à moi, cette fête est à moi, et tu n'as pas ta place ici. » Les mots sortirent comme un crachat, chargé de venin. Laura se mit à pleurer, essayant de se placer entre sa mère et sa grand-mère. « Maman, arrête, s'il te plaît. » Mais Sandrine la repoussa sur le côté et continua, criant maintenant pour que tout le monde entende. « Tu gâches tout. Tu as toujours tout gâché. Tu es une vieille bonne à rien qui ne sert qu'à prendre de la place. Je ne sais même pas pourquoi je te laisse encore dans cette chambre. J'aurais dû te mettre à la rue depuis longtemps. » Les invités étaient choqués. Certains commencèrent à se lever, pensant partir, mais restèrent coincés là, témoins involontaires de cette scène terrible. Marc réussit enfin à bouger et tenta de s'approcher. « Sandrine, ça suffit. Ce n'est pas bien. » Elle se tourna vers lui avec un regard assassin. « Toi, tu vas te taire, espèce de lâche. C'est entre moi et ta mère. Ou tu vas la défendre. Tu vas montrer à tout le monde que tu es un homme sans colonne vertébrale ?» Et avant qu'il ne puisse répondre, Sandrine le poussa violemment. Marc chancela et faillit tomber. L'humiliation était complète. Il baissa la tête et recula, vaincu une fois de plus. Sandrine reporta son attention sur Madame Geneviève, qui se tenait toujours debout, tenant le flanc, les larmes commençant à couler, sur son visage ridé. La vieille dame ne dit rien, elle regardait simplement sa belle-fille avec une tristesse profonde, de celles qui n'ont pas besoin de mots pour être comprises. C'est alors que Sandrine vit la chaise en plastique défectueuse, appuyée contre le mur. C'était une vieille chaise avec un des pieds défissurés qu'elle avait elle-même mise de côté pour la jeter. Dans ce moment de fureur aveugle, elle la saisit et la souleva au-dessus de sa tête.
Les invités eurent un hoquet d'incrédulité. Laura cria. Marc tenta de bouger, mais il était trop tard. Sandrine abattit la chaise de toutes ses forces, frappant le dos de Madame Geneviève. L'impact fut brutal. La vieille dame chancela en avant, le flanc glissa de ses mains et tomba par terre, s'étalant en une flaque dorée et crémeuse. Madame Geneviève tomba à genoux, sentant la douleur exploser dans son dos, sentant le monde tourner autour d'elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. C'était comme si le temps s'était figé à cet instant horrible. Laura courut vers sa grand-mère, pleurant de manière incontrôlable, essayant de l'aider à se relever. Marc resta immobile, les mains tremblantes, les yeux pleins. De larmes? La culpabilité l'écrasant comme un poids insupportable. Sandrine laissa tomber la chaise par terre et regarda autour d'elle, les visages choqués des invités, puis dit, d'une voix qui tentait de paraître ferme, mais qui tremblait sur les bords, « Elle l'a mérité. Elle ne respecte rien. Elle ne respecte personne. » Mais personne ne l'a cru. Tout le monde avait vu. Tout le monde savait que c'était une cruauté sans justification. Et à ce moment-là, quelque chose changea dans l'air, comme si une ligne invisible avait été franchie et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Madame Geneviève était à genoux sur le sol, les mains appuyées sur la terre froide du jardin, sentant la douleur lancinante dans son dos. Le flanc qu'elle avait préparé avec tant d'amour était étalé autour d'elle, une tache dorée qui semblait porter toute la tristesse de ce moment. Laura était à ses côtés, pleurant, essayant de l'aider à se relever, mais la vieille dame ne pouvait pas bouger. Non pas à cause de la douleur physique, bien qu'elle fût intense, mais à cause de la douleur de l'âme, de l'humiliation, de la certitude d'avoir franchi une limite dont elle ne pourrait plus revenir. Les invités restaient paralysés, certains la main sur la bouche, d'autres les yeux écarquillés de choc. C'était comme si tout le monde était piégé dans une bulle d'incrédulité, incapable de traiter ce qu'ils venaient de voir. Une femme avait frappé une personne âgée avec une chaise devant tout le monde, devant une enfant. Ce n'était pas une dispute familiale qui avait mal tourné, c'était de la violence pure, cruelle, injustifiable. Sandrine tenait toujours la chaise cassée, haletante, le visage rouge et les yeux brillants d'une colère qui semblait sans fin. Elle regarda autour d'elle les visages choqués des voisins et sentit pour la première fois ce soir-là une pointe d'incertitude. Était-elle allée trop loin? Non, elle ne pouvait pas penser ainsi. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Elle laissa tomber la chaise avec fracas et releva le menton, provocatrice. Elle l'a mérité. Vous avez tous vu. Elle est venue ici pour me manquer de respect, envahir ma maison, gâcher la fête de ma fille. Je n'ai fait que me défendre. Mais personne ne répondit. Personne n'acquiesça. Les regards qui étaient auparavant gênés étaient maintenant remplis de répulsion. Une dame plus âgée, une voisine, de longue date, se leva de sa chaise et partit sans dire un mot, secouant la tête en signe de désapprobation. D'autres commencèrent à se lever aussi, prenant leurs sacs, rassemblant leurs affaires, sortant discrètement par le portail. La fête était finie, et tout le monde le savait. Marc réussit enfin à bouger. Il courut vers sa mère et s'agenouilla à côté d'elle, les larmes coulant sur son visage. « Maman, pardonne-moi, pardonne-moi. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû faire quelque chose. » Madame Geneviève regarda son fils, et dans ce regard, il y avait tant de choses. De l'amour, de la déception, de la tristesse, mais aussi une profonde compréhension. Elle connaissait Marc mieux que personne. Elle connaissait sa fragilité, savait qu'il était piégé dans une situation qui l'étouffait. Elle n'était pas en colère contre lui. Elle avait pitié de lui. « Ce n'est pas ta faute, mon fils, tu es aussi une victime. » Les mots sortirent bas, fatigués, mais chargés d'une vérité qui trancha Marc comme un couteau. Il enfouit son visage dans ses mains et pleura, un sanglot étouffé de honte et d'impuissance. Laura serra son père et sa grand-mère en même temps, créant un cercle, de douleur partagée au milieu de ce jardin qui, auparavant, était rempli de musique et de rire. Sandrine observait la scène avec un mélange de haine et de désespoir. Elle perdait le contrôle de la situation. Les gens partaient, Laura pleurait, Marc serrait sa mère dans ses bras au lieu de la défendre. Tout tournait mal. Elle devait reprendre le contrôle. Elle devait faire en sorte que les gens oublient ce qu'ils avaient vu, qu'ils recommencent à la croire. « Vous partez comme ça? La fête n'est pas finie. Il y a encore du gâteau, des boissons. Restez, s'il vous plaît. » Mais personne ne resta. Un par un, les invités s'en allèrent,
certains sans même dire au revoir, d'autres marmonnant des excuses vagues. Bientôt le jardin fut vide, avec seulement les chaises éparpillées, les ballons qui se dégonflaient, le gâteau intact sur la table. La fête que Sandrine avait planifiée avec tant de soin pour montrer son pouvoir s'était transformée en son pire cauchemar. Raphaël, le DJ, démontait son équipement quand il vit la scène depuis son coin. Il avait tout enregistré depuis le moment où Sandrine avait commencé à crier jusqu'au coup de chaise. Il savait que c'était important, qu'un jour cela pourrait faire la différence. Il sauvegarda le fichier avec soin, le nomma « preuve » et le stocka à 3 endroits différents. Il ne savait pas encore comment ni quand cela serait utile, mais son instinct lui disait de le préserver. Madame Geneviève réussit enfin à se lever, soutenue par Marc et Laura. Son dos lui faisait très mal, mais elle savait que rien n'était cassé. Il n'y avait que la douleur de l'impact, la douleur de l'humiliation et la douleur de savoir que tout était arrivé à un point de non-retour. Elle regarda Sandrine, qui se tenait au milieu du jardin vide, et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit pas de peur. Elle ressentit quelque chose de différent. Elle ressentit de la détermination. Ça ne va pas en rester là. La voix de Madame Geneviève sortit ferme, claire, et Sandrine se tourna vers elle, les yeux plissés. « Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Le dire à qui? Cette maison est à moi. Tu n'as rien. Tu es une vieille, sans argent, sans éducation, sans pouvoir. Qui va te croire ?» Madame Geneviève ne répondit pas. Elle regarda simplement sa belle-fille droit dans les yeux, avec une intensité qui fit reculer Sandrine d'un pas. Puis, appuyée sur sa petite-fille, elle retourna lentement vers sa chambre. Chaque pas était un effort, mais elle n'allait pas plier. Elle n'allait pas donner à Sandrine la satisfaction de l'avoir brisée. Arrivée dans sa chambre, Madame Geneviève s'assit sur le bord du lit et demanda à Laura d'aller chercher quelque chose. La fillette courut et revint avec une vieille mallette en cuir craquelé que sa grand-mère gardait dans l'armoire. Madame Geneviève ouvrit la mallette avec soin et commença à en sortir des documents. Des papiers jaunis par le temps, certains au bord déchirés, mais tous conservés avec soin. C'étaient les actes de propriété originaux de la maison, des quittances d'impôts datant de plusieurs décennies, des lettres échangées avec Jacques quand il travaillait dans une autre ville et qu'il planifiait l'achat du terrain. Il y avait aussi une lettre que Jacques avait écrite peu avant de mourir. Madame Geneviève n'avait jamais montré cette lettre à personne, pas même à Marc. Mais maintenant, sous la faible lumière de l'ampoule de la chambre, elle l'ouvrit et la lut à voix haute pour Laura. La fillette écouta, fascinée et triste à la fois. La lettre disait « Geneviève, mon amour, s'il m'arrive quelque chose, protège notre maison. Je sais que tu fais confiance aux gens, et c'est une belle chose chez toi, mais tout le monde ne mérite pas cette confiance. Garde bien les papiers que nous avons. Ne signe jamais rien sans comprendre. La maison est à toi, à Marc, à nos petits-enfants. Ne laisse personne te l'enlever. J'ai travaillé toute ma vie pour donner un foyer à notre famille. Protège ce foyer avec tout mon amour, Jacques. » Laura pleura en entendant les mots de ce grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Madame Geneviève plia la lettre avec soin et la remit dans la mallette avec tous les autres documents. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Jacques avait essayé de la prévenir, avait essayé de la protéger même depuis l'au-delà, et elle avait échoué. Elle avait trop fait confiance, avait été naïve, avait remis entre de mauvaises mains ce qu'elle avait de plus précieux. Mais il était encore temps. Il y avait encore une chance de réparer les choses. « Mamie, on peut faire quelque chose avec ces papiers ?» Madame Geneviève regarda sa petite-fille et pour la première fois ce soir-là, esquissa un sourire. « On peut, ma chérie, on peut. » Dans les jours qui suivirent la fête désastreuse, l'histoire de ce qui s'était passé se répandit dans le quartier comme une traînée de poudre. Les voisins commentaient à voix basse sur le pas de leur porte, dans les files d'attente au supermarché, sur la place. Ils avaient pitié de Madame Geneviève, désapprouvaient Sandrine, mais personne ne faisait rien de concret. Il était plus facile de commenter que d'agir, plus confortable d'avoir pitié à distance que de s'impliquer. Sandrine sentait le poids des regards dans la rue. Quand elle passait, les conversations cessaient. Quand elle entrait au supermarché, les gens s'écartaient. L'isolement social était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, et cela l'irritait profondément. Elle essayait de garder la tête haute, de faire comme si elle s'en fichait, mais à l'intérieur,
la peur commençait à grandir. Et quand elle avait peur, Sandrine devenait encore plus agressive. À la maison, l'ambiance était insupportable. Marc parlait à peine, vivait enfermé dans sa chambre ou sortait boire avec des amis. Laura s'était refermée sur elle-même, passait des heures dans sa chambre à écrire dans son journal, à dessiner, essayant de digérer tout ce qu'elle avait vu et ressenti. Sandrine tentait de se rapprocher de sa fille, mais Laura l'évitait. La fillette ne pouvait plus regarder sa mère de la même manière. Elle avait vu quelque chose en elle ce soir-là, quelque chose de sombre et d'effrayant qui avait changé pour toujours l'image qu'elle en avait. Madame Geneviève, quant à elle, n'a pas quitté sa chambre les premiers jours. Son dos lui faisait encore mal et elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Elle recevait des visites discrètes de Laura qui lui apportait de la nourriture en cachette de sa mère, qui s'asseyait sur le bord du lit et restait là, en silence, lui tenant simplement compagnie. C'étaient des moments précieux qui renforçaient le lien entre la grand-mère et sa petite-fille et qui semaient chez la fillette la graine d'un courage qu'elle ne se connaissait pas. C'est Laura qui a eu l'idée de la lettre. Un soir, allongée dans sa chambre, elle a pris du papier et un stylo et a commencé à écrire. Elle a écrit sur sa grand-mère, sur tout ce qu'elle représentait, sur l'amour qu'elle avait toujours donné sans rien recevoir en retour. Elle a écrit sur la fête, sur ce qu'elle avait vu, sur la douleur qu'elle ressentait dans sa poitrine. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de cette lettre, mais elle avait besoin d'extérioriser tout ce qu'elle gardait en elle. Pendant que Laura écrivait, Raphaël, le DJ, était chez lui, pensant à la vidéo qu'il avait gardée. Il savait qu'il avait quelque chose d'important entre les mains, mais ne savait pas comment procéder. Le dire à la police? Le montrer à quelqu'un? Se taire? Sa conscience le tourmentait. Il avait vu une injustice flagrante, il en avait la preuve, mais il ne savait pas quel était son rôle dans tout ça. Il décida d'attendre. Si quelqu'un avait besoin de cette vidéo, il serait là. Pour l'instant, il la garderait comme un lourd secret. Une semaine après la fête, Madame Geneviève reçut une visite inattendue. C'était Madame Thérèse, une ancienne collègue de l'époque où elle travaillait dans une usine de confection, il y a plus de 20 ans. Les deux avaient été très proches, partagèrent leur déjeuner, partageaient les peines et les joies de la vie. Après la fermeture de l'usine, chacune avait suivi son chemin, mais elle n'avait jamais complètement perdu le contact. Madame Thérèse avait entendu les rumeurs dans le quartier et avait décidé d'aller voir son amie. Quand elle entra dans la petite chambre et vit les conditions dans lesquelles vivait Madame Geneviève, son cœur se serra. « Geneviève, mon amie, qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Les deux femmes se sont serrées dans les bras et ont pleuré ensemble. Madame Geneviève a tout raconté depuis le jour où elle a signé les papiers, sans comprendre jusqu'à l'agression, lors de la fête. Madame Thérèse écoutait attentivement, hochant la tête, tenant la main de son amie. « Tu as besoin d'un avocat, Geneviève. Ça ne peut pas rester comme ça. Tu as des droits, tu as des preuves. » « Mais je n'ai pas d'argent pour payer un avocat, Thérèse. J'ai à peine de quoi manger. » Madame Thérèse réfléchit un instant, puis eut une idée. Elle se souvint de sa fille, Pauline, qui avait obtenu son diplôme de droit 2 ans plus tôt et commençait sa carrière. C'était une jeune femme idéaliste, qui avait toujours parlé d'utiliser le droit pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. Peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose. « Ma fille est avocate, Geneviève. Je vais lui en parler. Je suis sûre qu'elle voudra t'aider. » Madame Geneviève sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et à ce moment-là, n'importe quoi était déjà plus que ce qu'elle avait auparavant. Pauline est venue rendre visite à Madame Geneviève quelques jours plus tard. C'était une jeune femme d'environ 26 ans, avec des yeux déterminés et une façon de parler sérieuse. Elle s'est assise dans la petite chambre, a écouté toute l'histoire, a examiné les documents que Madame Geneviève gardait dans la vieille mallette. Plus elle lisait, plus son indignation grandissait. C'était un cas flagrant d'abus de faiblesse, d'escroquerie, d'abus de confiance. Et l'agression physique rendait tout encore plus grave. Madame Geneviève, vous avez un dossier solide, très solide. Je suis presque certaine que nous pouvons annuler le transfert de propriété de la maison et même poursuivre votre belle-fille pour agression. Mais il faudra du courage. Il faudra affronter tout cela en justice, témoigner, revivre des moments douloureux. Êtes-vous prête ? Madame Geneviève regarda la jeune avocate et vit en elle quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. Elle vit de l'espoir, elle vit la justice,
Elle vit la possibilité de se relever enfin et de se battre. « Je suis prête, pas pour moi, mais pour ma petite fille. Elle doit voir qu'on ne peut pas laisser les choses injustes en l'état. Elle doit apprendre qu'il vaut toujours la peine de se battre pour ce qui est juste. » Pauline sourit et lui tendit la main. « Alors, nous allons nous battre ensemble. Je vais prendre ce cas pro bono, c'est-à-dire gratuitement, non par pitié, mais par justice, parce que ma mère m'a toujours raconté des histoires sur vous, sur votre force, votre travail, votre générosité, et parce que je crois que tout le monde mérite de retrouver sa dignité. » Les deux femmes se serrèrent la main, scellant un partenariat qui allait tout changer. Madame Geneviève sentit, pour la première fois depuis des années, qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait des gens prêts à se battre à ses côtés, et cela faisait toute la différence. Dans les jours suivants, Pauline commença à travailler sur le dossier avec un dévouement total. Elle rassembla tous les documents de Madame Geneviève, les photographia, les organisa, prépara une assignation détaillée. Elle parla aux voisins qui étaient à la fête et qui acceptèrent de témoigner. Elle retrouva Raphaël, le DJ, et quand il lui montra la vidéo qu'il avait gardée, elle sut que l'affaire était gagnée. C'était une preuve irréfutable. La vidéo était choquante. Elle montrait Sandrine criant, humiliant sa belle-mère, la traitant de « vieille bonne à rien », disant qu'elle allait vendre la maison et l'expulser. Elle montrait le moment où elle avait pris la chaise et frappé le dos de Madame Geneviève. Elle montrait Laura qui criait, Marc qui pleurait, les invités horrifiés. Il était impossible de voir cela et de ne pas ressentir de la révolte. Pauline sauvegarda la vidéo sous divers formats et à plusieurs endroits, prépara tout pour le présenter en justice. Mais avant, elle devait déposer plainte. Elle accompagna Madame Geneviève au commissariat, l'aida à porter plainte pour coups et blessures et abus de confiance. Le commissaire qui les reçut fut choqué par l'histoire et promit que l'affaire recevrait une attention particulière. Quand Sandrine reçut la notification de la plainte, elle crut à une blague. Comment cette vieille avait-elle osé? Comment? Avait-elle trouvé un avocat? Qui était derrière tout ça? Sa colère explosa de nouveau, et elle s'en prit à Marc. Elle lui cria dessus, l'accusa de soutenir sa mère en cachette, l'humilia une fois de plus. Marc, déjà à bout, quitta la maison et se réfugia au bar du coin. Pendant ce temps, Laura avait pris une décision. La lettre qu'elle avait écrite pour sa grand-mère était prête, et elle voulait que le monde sache la vérité. Elle créa un compte sur un réseau social populaire, tapa toute la lettre et la publia. Elle n'attendait rien, elle voulait juste se défouler, extérioriser la douleur qu'elle ressentait. Mais la lettre toucha les gens d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. En quelques heures, elle avait des centaines de partages. En une journée, des milliers. Les gens commentaient, émus, partagèrent des histoires similaires, offrèrent leur soutien. La lettre de Laura, écrite avec la sincérité d'une enfant de 12 ans, était devenue virale et touchait les cœurs dans tout le pays. Les médias locaux commencèrent à s'intéresser à l'histoire. Un journaliste d'une émission de télévision populaire contacta Pauline, voulant faire un reportage. L'avocate en parla à Madame Geneviève, et la vieille dame, après mûre réflexion, accepta. Elle voulait que son histoire inspire d'autres femmes à ne pas accepter les abus, à ne pas laisser qu'on leur prenne ce qui leur revenait de droit. Le reportage fut diffusé à 1 heure de grande écoute. Madame Geneviève raconta son histoire avec simplicité et dignité, sans se victimiser, sans exagérer. Juste la vérité nue et crue. Le présentateur fut visiblement ému, tout comme des millions de téléspectateurs. Le soutien à sa cause explosa. Des cagnottes en ligne furent créées pour l'aider avec les frais, des pétitions demandant justice circulèrent, des messages d'affection arrivèrent de toute la France. Sandrine regarda le reportage et sentit son monde s'effondrer. Elle était exposée, démasquée, isolée. Les voisins ne se contentaient plus de l'éviter, ils la confrontaient. Certaines personnes jetèrent même des œufs sur sa porte, d'autres l'insultaient quand elle passait. Marc, voyant tout cela, commença à réaliser qu'il avait vécu des années dans une prison émotionnelle et qu'il était temps de se libérer. L'audience était fixée. Ce serait le moment de vérité, le jour où tout serait décidé. Madame Geneviève était nerveuse, mais aussi déterminée. Elle avait Pauline à ses côtés, Laura qui lui tenait la main, le soutien d'un pays entier. Elle n'était pas seule. Et cela faisait toute la différence. Le jour de l'audience, le ciel était nuageux sur Montreuil.
Madame Geneviève se réveilla plus tôt que d'habitude, le cœur battant et les mains moites. Elle avait passé la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, pensant à tout ce qu'elle dirait, à comment elle se comporterait, si elle aurait le courage de regarder Sandrine dans les yeux et de dire toute la vérité. Elle se leva, prit une douche lentement, enfila sa plus belle tenue, une robe bleu marine que Laura lui avait achetée avec l'argent qu'elle avait gagné en faisant des petits boulots dans le quartier. Pauline arriva tôt pour la chercher. La jeune avocate était sérieuse, concentrée, mais transmettait aussi une confiance qui calmait Madame Geneviève. Elles avaient tout préparé avec soin, répété les questions qui seraient probablement posées, organisé tous les documents dans des dossiers étiquetés. Le dossier était solide, mais Pauline savait qu'en justice, on ne pouvait jamais être absolument certain. Cela dépendait du juge, de l'argumentation de la défense, de 1000 variables qui échappaient au contrôle. Sur le chemin du tribunal, Madame Geneviève regardait par la fenêtre de la voiture, voyant la ville défiler. Elle connaissait toutes ces rues par cœur, les avait arpentées toute sa vie. Combien de fois était-elle allée au marché de ce coin de rue? Combien de fois avait-elle attendu le bus à cet arrêt? Combien d'histoires ce quartier gardait-il de sa vie? Et maintenant, elle allait se battre pour récupérer ce qui était à elle, pour prouver qu'elle avait encore de la valeur, qu'elle méritait encore respect et dignité. Laura les accompagna, insistant pour être là. Madame Geneviève avait essayé de la convaincre de rester à la maison, disant que c'était trop lourd pour une fille de 12 ans d'assister à cela, mais Laura fut inflexible. Elle voulait être aux côtés de sa grand-mère, la voir se battre, être témoin du moment où la justice serait enfin rendue. Marc vint aussi, mais resta silencieux pendant tout le trajet, regardant ses mains, perdues dans ses propres pensées. Quand ils arrivèrent au tribunal, il y avait déjà des gens qui attendaient. L'histoire avait eu un tel retentissement que des journalistes étaient à la porte, voulant interviewer Madame Geneviève. Pauline les tint à distance, expliquant que sa cliente avait besoin de tranquillité avant l'audience. Mais elle promit que, selon le résultat, il y aurait du temps pour des conversations plus tard. À l'intérieur du bâtiment, l'atmosphère était solennelle. Les couloirs sentaient le vieux papier et le produit de nettoyage récent. Des gens circulaient avec des piles de dossiers, des avocats discutaient à voix basse avec leurs clients, la vie suivait son cours dans cet engrenage bureaucratique de la justice. Madame Geneviève se sentait petite là, perdue dans ce monde de lois et de termes techniques qu'elle ne comprenait pas. Mais elle avait Pauline à ses côtés, et cela suffisait. Sandrine arriva une demi-heure, plus tard accompagnée d'un avocat qu'elle avait engagé avec l'argent qu'elle avait économisé. C'était un homme d'âge mûr, en costume froissé et à l'air peu amène. Quand Sandrine entra dans le couloir et vit Madame Geneviève assise sur le banc à attendre, ses yeux brillèrent de colère. Mais elle se maîtrisa, du moins pour le moment. Elle savait qu'elle devait maintenir les apparences, qu'elle était observée, qu'un faux pas pourrait tout ruiner. Son avocat tenta de plaider que Madame Geneviève avait signé les documents de son plein gré, que le transfert de la maison était légal, qu'il n'y avait aucune preuve de contrainte. Mais Pauline était prête. Elle avait recueilli les témoignages de voisins qui confirmaient que Madame Geneviève savait à peine lire, que Jacques s'occupait toujours de tous les papiers, qu'après sa mort, elle était complètement perdue. Elle avait aussi la lettre que Jacques lui-même avait écrite avant de mourir, avertissant sa femme de ne rien signer sans comprendre. Quand ils furent enfin appelés dans la salle d'audience, Madame Geneviève sentit ses jambes trembler. Pauline lui serra fermement le bras et lui murmura des mots d'encouragement. Laura tint l'autre main de sa grand-mère, la serrant fort, lui transmettant tout, l'amour et le soutien qu'elle pouvait. Elles entrèrent ensemble, l'une à côté de l'autre, 3 générations de femmes unies en quête de justice. Le juge était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes et une expression sévère. Il s'assit à son siège, arrangea les papiers sur son bureau et demanda à tout le monde de s'asseoir. Il commença par lire le dossier à voix haute, un résumé de tout ce qui était en jeu. La propriété d'une maison, la dignité d'une personne âgée, la réparation d'un abus. Quand il eut fini de lire, il regarda Madame Geneviève et lui demanda si elle était prête à témoigner. Madame Geneviève se leva, les jambes toujours tremblantes, et se dirigea vers la place indiquée. Elle regarda autour d'elle, vit Sandrine assise de l'autre côté, avec cette expression de dédain qu'elle connaissait si bien. Elle vit Marc, la tête basse, évitant de regarder qui que ce soit. Elle vit Laura, les yeux pleins de larmes, mais aussi de détermination.
Et puis elle commença à parler. Elle raconta tout, depuis le jour où elle et Jacques avaient acheté le terrain, en passant par les années de dur labeur pour construire la maison, jusqu'à la mort de son mari et le désarroi qu'elle avait ressenti ensuite. Elle raconta comment Sandrine était apparue avec des papiers, de belles paroles, des promesses qu'elle ne faisait que l'aider. Elle raconta comment elle avait signé des documents qu'elle ne comprenait pas, se fiant à la bonté qu'elle portait en elle, sans imaginer qu'elle était trompée. La voix de Madame Geneviève était basse au début, tremblante, mais elle gagna en force au fur et à mesure qu'elle parlait. Quand elle arriva à la partie où elle fut poussée dans la chambre du fond, où elle commença à être traitée comme une intruse dans sa propre maison, aux humiliations quotidiennes, toute la salle était silencieuse. Même le juge avait cessé d'écrire et la regardait attentivement. Et puis elle raconta la fête. Comment elle avait fait un flanc avec les maigres ressources qu'elle avait, comment elle voulait juste serrer sa petite fille dans ses bras et retourner dans son coin, comment elle avait été agressée devant tout le monde. Quand elle eut fini, elle pleurait, mais pas de faiblesse. C'étaient des larmes de quelqu'un qui avait enfin eu l'occasion d'être entendu, de raconter sa version, d'exister en tant que personne. Le juge, lui, demanda de s'asseoir et appela Sandrine à la barre. La belle-fille se leva avec arrogance, le menton haut, et se dirigea vers la place indiquée. Son avocat lui avait conseillé de tout nier, de dire que l'agression était un accident, que le transfert de la maison était légitime. Et c'est ce qu'elle tenta de faire. Elle dit que Madame Geneviève avait signé les papiers en toute conscience, qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle dit que la vieille dame était problématique, qu'elle inventait des histoires, qu'elle voulait semer la zizanie dans la famille. Quant à l'agression, elle dit que c'était un accident, que la chaise lui avait glissé des mains, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. Elle mentait, et tout le monde le savait. C'est alors que Pauline demanda la parole et sollicita la projection de la vidéo. Le juge autorisa, et Raphaël, qui était présent comme témoin, remit le support qu'il avait préparé. Ils allumèrent l'équipement, projetèrent la vidéo sur l'écran, et toute la salle regarda en silence. L'enregistrement était clair, sans bruit, capturant tout à la perfection. La voix de Sandrine criant que Madame Geneviève était une vieille bonne à rien, que son flanc était de la bouffe de pauvre, qu'elle allait vendre la maison et expulser sa belle-mère. Le moment où elle prit la chaise, la souleva délibérément et l'abattit avec force contre le dos de la vieille dame. Laura qui criait, Marc qui pleurait, les invités horrifiés. Il n'y avait aucun moyen de nier, aucun moyen de dire que c'était un accident. C'était de la violence pure, filmée, documentée, irréfutable. Quand la vidéo se termina, le silence dans la salle était absolu. Sandrine était blême, son avocat semblait vouloir disparaître sous la table. Le juge enleva ses lunettes, les essuya avec un mouchoir et les remit sur son nez. Son expression était d'une profonde indignation. En plus de la vidéo, Pauline présenta les témoignages écrits des voisins qui étaient à la fête. Tous confirmaient la même histoire, tous décrivaient la brutalité de l'acte, tous disaient que Sandrine avait agi en pleine conscience et intentionnellement. Elle présenta également les anciens documents de la maison, les actes de propriété originaux, la lettre de Jacques, les quittances d'impôts qui prouvaient que la propriété avait toujours appartenu à Madame Geneviève et à son mari. L'avocat de Sandrine tenta d'argumenter, de trouver des failles, mais il n'avait aucune issue. Les preuves étaient accablantes, l'affaire était perdue. Sandrine le réalisa et, pour la première fois depuis longtemps, ressentit une peur réelle. Peur des conséquences, peur de tout perdre, peur de se retrouver seule et démasquée. Laura fut appelée à témoigner. La fillette s'avança, les jambes tremblantes, mais la voix ferme. Elle parla de sa relation avec sa grand-mère, de la façon dont Madame Geneviève l'avait toujours traitée avec affection, de comment elle faisait des gâteaux même sans argent, de comment elle l'écoutait sans crier. Elle parla aussi de sa mère, de la façon dont elle voyait son père être constamment humilié, de la peur qu'elle ressentait à la maison, de la façon dont cette nuit de la fête avait tout changé pour elle. Quand Laura eut fini de parler, elle pleurait, et la moitié de la salle pleurait avec elle. Le juge demanda une suspension de séance de 15 minutes, se leva et quitta la salle. Tout le monde savait qu'il avait besoin d'un moment pour digérer tout ce qu'il avait entendu et vu. Pendant la pause, Sandrine tenta de s'approcher,
De Marc tenta de le faire prendre son parti, mais son mari la repoussa. Pour la première fois depuis des années, Marc regarda sa femme dans les yeux et dit non. Il dit qu'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus, qu'elle était allée trop loin. Il dit qu'il avait honte de lui-même d'avoir laissé les choses en arriver là, mais qu'à partir de maintenant, les choses allaient changer. Sandrine fut choquée. Elle ne s'attendait pas à cette réaction. Elle tenta de crier, mais Marc s'éloigna simplement et alla s'asseoir à côté de sa mère. Quand le juge revint, tout le monde se rassit. Il arrangea ses papiers, regarda chacun des présents, puis commença à parler. Sa voix était claire, ferme, chargée d'autorité. Rarement, au cours de toutes mes années de magistrature, ai-je été témoin d'un cas aussi flagrant d'abus, de contrainte et de violence domestique envers une personne âgée. Ce que j'ai vu dans ce dossier, et surtout dans la vidéo présentée, est inadmissible dans toute société civilisée. Madame Sandrine a profité de la vulnérabilité de sa belle-mère, une femme âgée, analphabète fonctionnelle et en deuil, pour s'approprier un bien qui ne lui appartenait pas. Et lorsque cette même belle-mère a tenté de maintenir un lien affectif avec sa petite-fille, elle a été brutalement agressée en public. Le juge fit une pause, laissant ces mots résonner dans la salle. Au vu des preuves présentées, je déclare nulle la cession de propriété effectuée. La maison appartient de droit à Madame Geneviève, veuve de Jacques, comme le prouvent les actes de propriété originaux et les quittances d'impôts. J'ordonne l'enregistrement définitif du bien immobilier au nom de la requérante, avec toutes les mesures légales nécessaires pour garantir sa pleine et immédiate possession. Madame Geneviève sentit son cœur exploser d'émotion. Laura lui serra la main avec force, pleurant de joie. Pauline sourit satisfaite, sachant que justice avait été faite. Marc soupira de soulagement, comme si un poids énorme lui avait été retiré des épaules, mais le juge n'avait pas terminé. De plus, j'accorde une mesure de protection d'urgence en faveur de Madame Geneviève. Il est interdit à Madame Sandrine de s'approcher de la requérante à moins de 500 mètres, de la contacter par quelque moyen que ce soit et de pénétrer dans le bien immobilier en question. Le non-respect de cette mesure entraînera une détention provisoire. Madame Sandrine disposera d'un délai de 48 heures pour retirer ses effets personnels de la résidence, toujours accompagnée d'un huissier de justice. Sandrine était sous le choc, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. Son avocat tenta de protester, mais le juge l'interrompit d'un geste ferme de la main. « Je n'ai pas encore terminé. Le ministère public sera notifié afin de prendre les mesures qui s'imposent concernant l'agression physique documentée dans la vidéo. Il existe des indices suffisants de crimes de coups et blessures volontaires sur personnes âgées, ce qui pourrait entraîner une procédure pénale indépendante de cette action civile. La défense aura droit au contradictoire et à une défense pleine et entière, mais les preuves présentées ici sont solides et devront être prises en considération. » Le marteau frappa la table, scellant la décision. L'audience était terminée. Madame Geneviève était libre. La maison était de nouveau à elle et Sandrine était vaincue sur tous les plans. Quand ils sortirent de la salle, un petit groupe de sympathisants les attendait dehors, des gens qui avaient suivi l'histoire dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Ils applaudirent en voyant Madame Geneviève, crièrent des mots d'encouragement, offrirent des accolades. Les journalistes entourèrent Pauline pour des déclarations. La jeune avocate parla brièvement, expliqua le résultat de l'audience, dit que c'était une victoire non seulement pour Madame Geneviève, mais pour toutes les personnes âgées qui subissent des abus silencieux au sein de leur propre famille. Madame Geneviève donna également une brève interview, remercia tout le monde pour leur soutien, puis dit quelque chose qui resterait gravé à jamais. Une mère n'est pas une chaise. Si on essaie de la casser, elle se relève. La phrase fut reprise par les journaux, partagée sur les réseaux sociaux, devint un symbole de résistance et de dignité. Madame Geneviève, cette humble femme âgée de Montreuil, était devenue la voix de milliers d'autres femmes qui vivaient des situations similaires. Son histoire inspirait, mobilisait, transformait. Quand ils rentrèrent à la maison cet après-midi-là, Madame Geneviève n'alla pas dans la petite chambre du fond. Elle alla dans la chambre principale, celle qu'elle et Jacques avaient partagée pendant tant d'années, celle d'où Sandrine l'avait expulsée. Elle s'assit sur le lit, regarda autour d'elle et sentit les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération. Laura entra dans la chambre et se jeta dans les bras de sa grand-mère.
Elles restèrent là, enlacées, pleurant ensemble, sentant le poids de ce moment historique. Marc apparut à la porte timide et demanda la permission d'entrer. Madame Geneviève hocha la tête et son fils s'approcha lentement. Il s'agenouilla à côté de sa mère, enfouit son visage dans son giron et demanda pardon une fois de plus. « Maman, je t'ai laissé tomber. J'ai laissé tout ça arriver. J'ai été faible. J'ai été lâche. Pardonne-moi. » Madame Geneviève caressa les cheveux de son fils, comme elle le faisait quand il était enfant et faisait des cauchemars. « Tu n'as pas été faible, mon fils. Tu étais prisonnier. Mais maintenant, tu es libre. Nous sommes tous libres. » Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois ensemble dans la cuisine de la maison, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Madame Geneviève prépara un repas simple, du riz, des haricots, un poulet en sauce. Mais tout avait le goût de la victoire. Laura aida à mettre la table, Marc fit la vaisselle après. C'était une famille qui tentait de se reconstruire, pièce par pièce, avec patience et amour. Dans les jours qui suivirent, Sandrine dut se conformer à l'ordonnance du tribunal. Elle se présenta à la maison accompagnée d'un huissier de justice, rassembla ses vêtements, ses objets personnels, et partit sans se retourner. Elle était vaincue, humiliée, seule. Marc demanda immédiatement la séparation. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. La vie que Sandrine avait construite sur la manipulation et l'abus s'était complètement effondrée. La communauté autour de Madame Geneviève se mobilisa de manière inattendue. Des voisins vinrent aider à rénover la maison, apportèrent de la peinture, des outils, de la main-d'œuvre bénévole. Ils voulaient que Madame Geneviève retrouve non seulement la propriété légale, mais aussi le foyer qu'elle méritait. En quelques jours, la maison fut repeinte, nettoyée, organisée. La petite chambre du fond fut transformée en un petit atelier où Madame Geneviève commença à donner des cours de cuisine aux enfants du quartier. Un groupe de voisines se cotisa et offrit à Madame Geneviève une nouvelle chaise. Elle était en bois robuste, bien faite, confortable. Elles placèrent la chaise dans le salon, à la place d'honneur. La chaise cassée, celle que Sandrine avait utilisée comme arme, fut placée dans le jardin comme un monument. Un rappel que la violence ne gagne jamais, que la dignité se relève toujours. Laura recommença à dormir paisiblement, sachant que sa grand-mère était en sécurité. Elle recommença à sourire, à jouer, à être de nouveau une enfant. La lettre qu'elle avait écrite et publiée sur les réseaux sociaux continuait de devenir virale, touchant les gens, suscitant des débats sur le respect des personnes âgées, sur l'importance de dénoncer les abus, sur la nécessité de se battre pour la justice même quand cela semble impossible. Marc commença une thérapie, essayant de surmonter les traumatismes de années d'abus émotionnels. C'était un processus lent, douloureux, mais nécessaire. Il réapprenait à avoir une voix, une opinion, à prendre sa place dans le monde sans peur. Sa mère le soutenait, toujours patiente, toujours aimante, sachant que la guérison prend du temps. L'histoire de Madame Geneviève parvint à une émission de télévision à grande audience, et elle fut invitée pour une interview en direct. Elle était nerveuse, n'ayant jamais parlé devant des caméras auparavant, mais elle accepta car elle voulait utiliser son expérience pour aider d'autres personnes. Le soir de l'interview, elle s'assit sur le canapé du studio avec Laura à ses côtés et raconta tout à nouveau. Elle parla de la douleur, du désarroi, de la façon dont elle avait failli abandonner. Mais elle parla aussi de l'importance de ne pas se taire, de chercher de l'aide, de croire que la justice existe. Elle parla de Pauline, l'avocate qui l'avait défendue gratuitement parce qu'elle croyait en ce qui était juste. Elle parla de Raphaël, le DJ qui avait eu la présence d'esprit de tout enregistrer. Elle parla de Laura, la petite fille courageuse qui avait écrit une lettre et touché le pays entier. Elle parla de la communauté qui l'avait soutenue quand elle en avait le plus besoin. Et à la fin, elle répéta la phrase qui était devenue sa devise. « Une mère n'est pas une chaise. Si on essaie de la casser, elle se relève. » L'interview eut des millions de téléspectateurs et généra un impact immense. Dans les jours suivants, le numéro national de signalement des violences envers les personnes âgées reçut une augmentation significative d'appels. Des personnes vivant des situations similaires se sentirent encouragées à chercher de l'aide, à dénoncer, à se battre pour leurs droits. Madame Geneviève était devenue, sans le vouloir, la porte-parole d'une cause urgente et nécessaire. Les écoles du quartier commencèrent à utiliser son histoire comme exemple dans des
Projets éducatifs. Les enfants apprenaient le respect des personnes âgées, l'importance de la famille, comment reconnaître et dénoncer les abus. Laura visita certaines de ces écoles, racontant sa partie de l'histoire, répondant aux questions, inspirant d'autres enfants à être courageux. La vie de Madame Geneviève avait complètement changé. Elle n'était plus la vieille dame invisible, poussée dans une petite chambre, traitée comme un poids mort. Elle était une femme respectée, admirée, dont le témoignage avait le pouvoir de transformer des réalités. Mais au fond, elle restait la même. Humble, généreuse, avec un cœur trop grand pour garder de la rancune. Un après-midi, quelques mois après l'audience, Madame Geneviève était dans le jardin à arroser les plantes quand elle vit Sandrine de l'autre côté de la rue. Son ex-belle-fille ne s'approcha pas, respectant la mesure de protection, mais resta là, regardant la maison qui avait un jour été la sienne. Madame Geneviève aurait pu tourner le dos, aurait pu appeler la police, mais elle ne fit rien de tout cela. Elle la regarda simplement en retour, avec une expression qui mêlait tristesse et compréhension. Sandrine baissa les yeux et s'éloigna lentement, disparaissant au coin de la rue. Madame Geneviève retourna à ses plantes, pensant à la façon dont la haine ronge les gens de l'intérieur, dont la cupidité aveugle, dont l'amour est toujours le chemin le plus difficile, mais aussi le seul qui en vaille la peine. Elle ne souhaitait aucun mal à Sandrine. Elle souhaitait seulement qu'elle apprenne, qu'elle change, qu'elle trouve la paix d'une manière ou d'une autre. La nuit tomba tranquillement, et Madame Geneviève s'assit dans la nouvelle chaise qu'on lui avait offerte, regardant le jardin où tant de souvenirs avaient été construits. Laura vint s'asseoir sur ses genoux, trop grande pour cela, mais voulant encore le réconfort, des bras de sa grand-mère. Marc apporta un thé chaud et s'assit à côté. Ils restèrent là tous les trois en silence, profitant simplement de la compagnie les uns des autres, sachant qu'ils avaient traversé une tempête, mais qu'ils étaient maintenant en eau calme. La justice avait été rendue, la dignité avait été restaurée, et l'amour avait triomphé. 1 an s'était écoulé depuis cette audience qui avait tout changé. Montreuil restait la même ville, avec ses rues animées, son commerce effervescent, ses habitants luttant au quotidien. Mais dans la maison de Madame Geneviève, quelque chose de fondamental s'était transformé. Ce n'étaient pas seulement les murs repeints ou les meubles réorganisés. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui se sentait dans l'air, dans la façon dont les gens entraient et sortaient de cette maison avec le sourire, dans l'énergie positive qui émanait de chaque recoin. Madame Geneviève avait tenu sa promesse. Elle avait transformé une partie de la maison en un espace communautaire pour les femmes du quartier. L'ancienne salle à manger était maintenant un lieu de rencontre, avec des chaises disposées en cercle, une table avec du café toujours frais et des biscuits faits maison. Tous les mardis et jeudis après-midi, des femmes de tous âges s'y réunissaient. Certaines venaient pour apprendre à lire et à écrire, car Madame Geneviève, avec l'aide d'une enseignante bénévole, avait mis en place un petit cours d'alphabétisation. D'autres venaient simplement pour discuter, pour se confier, pour partager leurs peines et leurs joies dans un environnement sûr et accueillant. C'était incroyable de voir comment cet espace était devenu un refuge. Des femmes vivant dans des relations abusives y trouvèrent le courage de chercher de l'aide. Des personnes âgées qui se sentaient invisibles y trouvaient une voix et une communauté. Des mères célibataires qui portaient le poids du monde sur leurs épaules y trouvaient soutien et solidarité. Madame Geneviève avait appris à ses dépens ce que signifiait souffrir en silence, et elle utilisait maintenant son expérience pour aider les autres à rompre ce silence. Laura, maintenant âgée de 13 ans, était une présence constante lors de ces réunions. La fillette avait beaucoup grandi cette année-là, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. L'expérience d'avoir été témoin de la lutte de sa grand-mère et d'avoir participé activement à ce processus de justice avait forgé en elle un sens aigu de l'éthique et de l'empathie. Elle aidait à servir le café, discutait avec les enfants qui accompagnaient leur mère, et parfois, quand Madame Geneviève le lui demandait, lisait des extraits de livres ou d'actualités au groupe. La lettre que Laura avait écrite continuait de circuler sur les réseaux sociaux, étant partagée chaque fois qu'un nouveau cas d'abus envers les personnes âgées faisait surface. Elle était devenue une référence, un texte qui touchait les cœurs et ouvrait les consciences. Laura recevait des messages de toute la France, de personnes la remerciant d'avoir eu le courage d'exposer la situation, de personnes racontant leurs propres histoires, de personnes disant qu'elles
S'était inspirée d'elle pour dénoncer des abus qu'elle subissait ou dont elles étaient témoins. La fillette avait créé un blog où elle écrivait sur le respect des personnes âgées, sur les droits des femmes, sur l'importance de la famille et de la communauté. Pour une jeune fille de 13 ans, elle avait une maturité impressionnante, et Madame Geneviève savait que c'était le résultat de tout ce qu'elles avaient vécu ensemble. La douleur avait enseigné, la lutte avait renforcé, la victoire avait inspiré. Marc aussi avait profondément changé. La thérapie l'aidait à reconstruire son estime de soi, à comprendre les schémas d'abus qu'il avait subis, à se pardonner son incapacité à protéger sa mère. Il avait repris le travail avec plus d'entrain, obtenu une promotion et renouait avec d'anciens amis qu'il avait perdus pendant ses années de mariage avec Sandrine. Sa relation avec Laura s'était resserrée. Père et fille discutèrent davantage, riaient ensemble, faisaient des sorties le week-end. Marc réapprenait à être père, à être présent, à être un exemple positif. Et Laura, de son côté, voyait en son père non pas l'homme faible et soumis que Sandrine avait toujours dépeint, mais un homme qui avait eu le courage de recommencer, d'admettre ses erreurs, de chercher à être meilleur. Quant à Sandrine, on savait peu de choses. Elle avait déménagé du quartier peu après l'audience, honteuse de l'exposition publique, isolée par les voisins, sans amis ni soutien. Marc avait poursuivi la procédure de divorce qui s'était déroulée sans grande complication, Sandrine n'ayant pas grand-chose à argumenter. La garde de Laura fut confiée au père, avec un droit de visite pour la mère, mais Laura voulait rarement y aller. La blessure était profonde, et il faudrait peut-être des années, voire toute une vie, pour qu'elle cicatrise. Madame Geneviève, dans sa sagesse, ne parlait jamais mal de Sandrine devant Laura. Elle comprenait que, malgré tout, c'était toujours la mère de la fillette, et qu'un jour, peut-être, elle devrait trouver un moyen de coexister. Il ne lui appartenait pas de nourrir la haine ou le ressentiment. Il lui appartenait d'enseigner le pardon, la compassion, comment on peut guérir sans oublier. L'espace communautaire que Madame Geneviève avait créé commença à attirer l'attention d'organisations sociales et d'ONG travaillant sur les droits des personnes âgées et la lutte contre la violence domestique. Des représentants de ces organisations visitèrent la maison, découvrirent le travail accompli et offrirent leur soutien. Ils obtinrent des dons de livres, de matériel pédagogique, de collations pour les réunions. Quelques avocates bénévoles, inspirées par le travail de Pauline, commencèrent à offrir des consultations juridiques gratuites dans l'espace, aidant les femmes à comprendre leurs droits et à prendre des mesures légales si nécessaire. Pauline restait une présence constante dans la vie de Madame Geneviève. Les deux femmes avaient développé une amitié profonde qui allait au-delà de la relation avocate-cliente. Pauline voyait en Madame Geneviève une seconde mère, une source de sagesse et de force. Madame Geneviève voyait en Pauline l'espoir d'une génération plus juste, plus consciente, plus disposée à se battre pour ceux qui n'ont pas de voix. La jeune avocate avait gagné en reconnaissance professionnelle grâce à cette affaire. Son cabinet, qui avait auparavant peu de clients, était maintenant toujours plein. Mais elle n'oublia jamais ses racines, ne cessa jamais de prendre des cas pro bono, ne perdit jamais l'idéalisme qui l'avait poussé à choisir le droit comme profession. L'affaire de Madame Geneviève avait été un tournant dans sa carrière, mais plus que cela une leçon de vie qu'elle porterait pour toujours. Raphaël, le DJ qui avait enregistré la vidéo cruciale, devint également partie de cette communauté élargie. Il commença à offrir des cours de musique gratuits aux enfants du quartier, utilisant son équipement pour enseigner le rythme, l'harmonie, l'expression artistique. Il disait vouloir rendre à la communauté un peu de ce qu'il avait reçu. La vérité est que cette histoire l'avait profondément touché, avait éveillé en lui un sens de la responsabilité sociale qui n'existait pas auparavant. La chaise cassée, que Madame Geneviève avait gardée dans le jardin comme un monument, devint un symbole local. Les voisins amenaient des visiteurs pour la voir, expliquaient l'histoire, utilisaient cet objet comme point de départ pour des conversations sur la violence, le respect et la dignité. Certaines personnes laissaient des fleurs à côté de la chaise, d'autres des mots de soutien et de solidarité. C'était devenu un mémorial vivant, un rappel que la douleur peut être transformée en force, que la violence peut être vaincue par la justice. Madame Thérèse, l'amie qui avait renoué avec Madame Geneviève et amené sa fille Pauline dans l'affaire, devint également un membre actif de l'espace communautaire. Elle aidait à organiser les réunions, à faire le café, à accueillir les femmes qui arrivaient.
Elle disait que cela donnait un sens à ses journées, qu'elle se sentait utile et nécessaire. Les deux amis, qui s'étaient retrouvés dans un moment de crise, travaillaient maintenant côte à côte à la construction de quelque chose de beau et de transformateur. Un jour, Madame Geneviève reçut une invitation spéciale. Une université locale voulait qu'elle donne une conférence à des étudiants en droit et en service social sur son expérience avec le système judiciaire et sur le travail communautaire qu'elle développait. L'idée la rendit nerveuse. Elle n'avait jamais parlé devant un public aussi large et académique. Mais Pauline l'encouragea et elle accepta. Le jour de la conférence, l'amphithéâtre était bondé. Étudiants, professeurs, professionnels du secteur, tous voulaient entendre l'histoire de cette femme simple devenue un symbole de résistance. Madame Geneviève monta sur scène, les jambes tremblantes, mais quand elle commença à parler, sa voix gagna en assurance. Elle raconta tout une fois de plus, depuis le début, n'épargnant aucun détail douloureux, mais célébrant aussi les victoires et les leçons apprises. Elle parla de l'importance d'avocats engagés pour la justice sociale, comme Pauline. Elle parla du rôle crucial des preuves, comme la vidéo de Raphaël. Elle parla du courage nécessaire pour dénoncer, même quand on a peur. Elle parla du pouvoir de la communauté, de la façon dont personne ne gagne seul, de la solidarité comme notre plus grande force. Et à la fin, elle répéta la phrase qui était devenue un mantra. « Une mer n'est pas une chaise. Si on essaie de la casser, elle se relève. » L'amphithéâtre explosa en applaudissements. Beaucoup avaient des larmes aux yeux. Quelques étudiants posèrent des questions et Madame Geneviève répondit avec la sagesse de celle qui a vécu, souffert et appris. Quand la conférence se termina, une file se forma de personnes voulant la saluer, la remercier, prendre des photos avec elle. Madame Geneviève, toujours humble, accueillit chaque personne avec un sourire et une étreinte chaleureuse. Cette conférence ne fut que la première de nombreuses autres. Madame Geneviève commença à être invitée à parler dans des écoles, des centres communautaires, des événements sur les droits de l'homme. Son histoire était devenue un outil pédagogique, une inspiration pour le changement, un exemple qu'il n'est jamais trop tard pour se battre pour la justice. Elle ne demandait jamais rien pour ses conférences, disant qu'elle ne faisait que sa part, rendant au monde un peu du soutien qu'elle avait reçu. Avec le temps, le travail de Madame Geneviève prit une dimension encore plus grande. La mairie de Montreuil reconnut officiellement l'espace communautaire qu'elle avait créé et offrit un soutien structurel. Ils aidèrent à rénover l'espace, à agrandir la bibliothèque communautaire qui s'était formée, à installer des ordinateurs pour des cours d'inclusion numérique. Ce qui avait commencé comme une initiative personnelle d'une femme âgée déterminée s'était transformé en un projet social structuré et efficace. Laura suivait tout cela avec une immense fierté. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur sa grand-mère, elle racontait l'histoire en détail, ne se lassant jamais de la répéter. Elle voyait en sa grand-mère non seulement un membre de sa famille, mais un modèle d'être humain, quelqu'un qui avait traversé le pire et avait choisi de transformer la douleur en amour, l'injustice en lutte, la souffrance en solidarité. La fillette avait décidé que, quand elle serait grande, elle voudrait être avocate comme Pauline. Elle voulait utiliser le droit pour défendre ceux qui en avaient besoin, pour donner une voix aux silencieux, pour faire prévaloir la justice. Madame Geneviève était émue chaque fois qu'elle entendait sa petite-fille parler de ses projets, sachant que l'héritage qu'elle construisait irait bien au-delà d'elle-même, qu'il se perpétuerait dans les générations futures. Marc aussi avait trouvé sa voie de contribution. Il commença à participer à des groupes de soutien pour les hommes victimes d'abus émotionnels, partageant son expérience, aidant les autres à reconnaître les schémas de manipulation et à chercher de l'aide. Il découvrit que son histoire pouvait aider d'autres hommes à comprendre qu'il n'y a pas de honte à admettre sa fragilité, que chercher de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse, qu'il est possible de reconstruire sa vie après des années de soumission. La transformation de la famille était visible pour tous. Là où il y avait autrefois tension et peur, il y avait maintenant paix et affection. Là où il y avait autrefois des silences pesants, il y avait maintenant des conversations et des rires. Là où il y avait autrefois une femme âgée poussée dans une chambre sombre, il y avait maintenant une matriarche respectée, aimée, célébrée. Un après-midi particulièrement beau, avec le soleil doré de fin de journée baignant le jardin, Madame Geneviève était assise dans sa nouvelle chaise, celle que les voisins lui avaient offerte.
Elle regardait l'animation de la maison, les femmes qui entraient et sortaient de l'espace communautaire, Laura qui aidait à servir le café, Marc qui discutait avec un jeune homme venu chercher des conseils juridiques auprès de Pauline. Elle ressentit une paix profonde, de celles qui ne viennent que lorsque l'on sait être au bon endroit, faire les bonnes choses, entouré des bonnes personnes. Elle se souvint de son Jacques, l'imagina la regardant du ciel, fière de ce qu'elle avait accompli. Elle se souvint de cette lettre qu'il avait écrite lui demandant de protéger la maison, et sourit en pensant qu'elle avait fait plus que cela. Elle avait protégé non seulement la maison de briques et de ciment, mais elle avait protégé sa dignité, ses valeurs, son héritage. La chaise cassée était toujours là dans le jardin, déjà usée par le temps, mais toujours debout, remplissant toujours son rôle de rappel. Certains enfants qui venaient avec leur mère aux réunions s'arrêtèrent devant elle, curieux, et demandèrent son histoire. Madame Geneviève la racontait toujours, adaptant le récit à l'âge de chaque enfant, mais terminant toujours par le même message. N'acceptez jamais d'être traité avec mépris, battez-vous toujours pour vos droits, croyez toujours que vous pouvez vous relever, peu importe combien. De fois on essaye de vous faire tomber. La nuit arriva doucement, peignant le ciel de teintes roses et orangées. Les femmes quittèrent l'espace communautaire, chacune emportant avec elle un peu de l'énergie positive qu'elle y avait trouvée. Madame Geneviève dit au revoir à chacune, les serra dans ses bras, leur souhaita une bonne nuit, promit d'être là à la prochaine réunion. Quand la maison fut enfin calme et que seule la famille resta, ils s'assirent tous les trois à table pour dîner. Madame Geneviève avait préparé du riz, des haricots, un bœuf aux oignons simples mais savoureux. Laura mit la table, Marc apporta la carafe de jus. Ils s'assirent ensemble comme ils le faisaient tous les soirs maintenant, et avant de commencer à manger, ils firent quelque chose qui était devenu un rituel. Ils se donnèrent la main, et chacun dit une chose pour laquelle il était reconnaissant ce jour-là. Laura commença. « Je suis reconnaissante pour mamie, pour tout ce qu'elle nous apprend chaque jour. » Marc continua, la voix étranglée par l'émotion. « Je suis reconnaissant d'avoir eu le courage de recommencer et de vous avoir toutes les deux à mes côtés. » Madame Geneviève ferma les yeux un instant, sentant la chaleur de leurs mains dans les siennes, puis dit « Je suis reconnaissante d'être en vie, d'être ici, de pouvoir être utile. Je suis reconnaissante pour l'amour qui nous unit et pour la force que nous avons trouvée ensemble. » Ils commencèrent à manger, discutant des petits événements de la journée, des projets pour le lendemain, de tout et de rien. C'était une scène simple, quotidienne, mais chargée de sens. C'était la preuve qu'il est possible de se reconstruire, que l'amour triomphe de la haine, que la dignité peut être restaurée. Après le dîner, Laura alla étudier dans sa chambre, Marc regarda la télévision et Madame Geneviève resta dans la cuisine pour finir la vaisselle. Elle regarda par la fenêtre le jardin sombre, la silhouette de la chaise cassée qui était toujours là, et pensa à tout ce qu'elle avait vécu, à tout ce qu'elle avait surmonté, à tout ce qu'elle avait construit sur les ruines de la douleur. Elle pensa aux femmes qu'elle avait aidées, aux vies qu'elle avait touchées, à la différence qu'elle avait faite. Elle pensa à toutes les Genevièves qui existaient, souffrant en silence, pensant qu'elles n'avaient pas d'issue, croyant qu'elles étaient trop faibles pour se battre. Et elle souhaita de toutes les forces de son cœur que son histoire parvienne à chacune d'entre elles, qu'elle serve de phare dans l'obscurité, qu'elle montre que toujours, toujours, il vaut la peine de se relever. Parce qu'une mère n'est pas une chaise, et si on essaie de la casser, elle se relève, toujours. Les mois continuèrent de passer, les saisons changèrent, et la vie suivit son cours naturel. Mais l'héritage de Madame Geneviève demeura, solide et grandissant. L'espace communautaire qu'elle avait créé devint une référence dans la région, visité par des chercheurs, reproduit dans d'autres quartiers, inspirant des projets similaires dans d'autres villes. Madame Geneviève avait planté une graine de transformation sociale qui maintenant grandissait et se propageait bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Laura entra dans l'adolescence en maintenant son activisme. Elle créa une chaîne sur les réseaux sociaux où elle parlait des droits de l'homme, du respect des personnes âgées, de la lutte contre la violence domestique. Elle avait des milliers d'abonnés, des jeunes comme elle qui s'inspiraient de son courage et de sa clarté. La fillette qui avait un jour vu sa grand-mère être agressée sans pouvoir rien faire utilisait maintenant sa voix pour que d'autres grand-mères ne subissent pas la même chose. Marc rencontra une femme douce,
une enseignante du quartier qui fréquentait également l'espace communautaire. Ils commencèrent à sortir ensemble lentement, avec prudence, lui apprenant encore à faire confiance, elle respectant son rythme. Madame Geneviève approuvait, voyant dans les yeux de cette femme une bonté véritable, si différente de la fausseté que portait Sandrine. Peut-être qu'avec le temps, Marc construirait une nouvelle famille, basée sur le respect et l'amour authentique. Et Madame Geneviève, elle resta celle qu'elle avait toujours été, une femme simple, humble, au cœur immense et à l'esprit inébranlable. Elle se levait tôt chaque jour, faisait ses prières, s'occupait de la maison, accueillait les femmes de la communauté, donnait ses conférences, vivait sa vie avec plénitude et sens. Elle ne se vanta jamais de la renommée qu'elle avait acquise, ne se crut jamais spéciale d'être passée aux informations. Elle voyait tout cela comme la conséquence naturelle de s'être battue pour ce qui était juste, rien de plus. Parfois, lors de nuits silencieuses, elle s'asseyait dans la nouvelle chaise et parlait à son Jacques comme s'il était encore là. Elle lui racontait sa journée, les petites et grandes victoires, les défis qu'elle affrontait encore, et elle sentait d'une manière inexplicable qu'il l'écoutait, qu'il était fier, qu'il approuvait chaque pas qu'elle avait fait. La maison qu'ils avaient construite ensemble, brique par brique, sueur après sueur, était maintenant plus qu'une maison. C'était un symbole de résistance, un espace de guérison, un foyer pour ceux qui avaient besoin d'accueil. Les murs qui avaient été témoins de tant de douleurs étaient maintenant témoins de transformation. Le jardin qui avait été le théâtre de l'humiliation était maintenant le théâtre de la célébration. Là où il y avait eu le silence, il y avait maintenant la voix. Là où il y avait eu l'oppression, il y avait maintenant la liberté. Et tout cela parce qu'une femme âgée de 73 ans, après avoir été abattue de la manière la plus cruelle, a choisi de se relever, a choisi de se battre, a choisi de ne pas accepter l'injustice comme un destin inévitable, a choisi de transformer sa douleur en mission, sa cicatrice en message, son histoire en espoir pour les autres. Madame Geneviève a prouvé que l'âge n'est pas synonyme de fragilité, que l'humilité n'est pas synonyme de faiblesse, que le silence n'a pas besoin d'être éternel. Elle a prouvé qu'il est possible, oui, de recommencer, même quand tout semble perdu. Elle a prouvé que la dignité humaine est indestructible, qu'elle peut être blessée, violée, piétinée, mais jamais complètement détruite. Parce que toujours, elle peut se relever. La chaise cassée dans le jardin était toujours là, témoin silencieux de tout ce qui s'était passé. Ce n'était plus seulement un morceau de plastique fissuré. C'était un monument à la résilience, un rappel que ce qu'on avait tenté d'utiliser pour détruire était devenu un symbole de force. Les fissures de la chaise étaient comme les cicatrices dans l'âme de Madame Geneviève, des marques douloureuses, certes, mais aussi des preuves de survie, des témoignages de batailles gagnées. Et ainsi, la vie continua dans la maison de Madame Geneviève à Montreuil. Une vie pleine de sens, de but, d'amour. Une vie qui inspirait, qui transformait, qui prouvait qu'il n'est jamais trop tard pour la justice, jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour se relever. Parce qu'une mère n'est pas une chaise. Et si on essaie de la casser, elle se relève. Toujours, elle se relève. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Madame Geneviève, Laura et Marc a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de lutte, de résilience et de dignité retrouvée, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce le courage de Madame Geneviève de se relever? La lettre émouvante de Laura? La transformation de Marc? Ou peut-être la création de cet espace communautaire qui a changé tant de vies? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses et vraies, comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montre qu'il est possible de vaincre même quand tout semble perdu, qui inspire chacun de nous à être meilleur, à se battre pour ce qui est juste, à ne jamais accepter l'injustice comme une fatalité. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à porter ces histoires, partager avec ceux que vous aimez, commentez vos réflexions, faites partie de cette communauté qui croit au pouvoir transformateur des récits humains. Nous vous attendons au prochain épisode avec une nouvelle histoire qui touchera vos émotions et vous fera croire encore plus en la force de l'être humain. D'ici là, souvenez-vous, vous aussi vous pouvez vous relever, peu importe combien de fois on essaie de vous faire tomber. Une chaleureuse accolade et à la prochaine.